J'ai mis un peu de temps à écrire cette vidéo car je voulais essayer un nouveau format qui parle de mystères non résolus. Mystères que l'on trouve sur internet et je pense que pour la plupart des sujets, vous les connaissez déjà. Personnellement, je les trouve toujours aussi intéressants. Ce qui est bien dans ce genre de sujet, c'est que l'on tombe vite dans l'horreur qui est angoissant et c'est vrai que l'on peut tomber aussi sur des choses moins drôles qui sont terrifiantes, voire macabres. Mais je me pose surtout cette question depuis longtemps et il me semble que je vous l'ai déjà partagé. Est-ce que parfois, derrière ce que l'on peut prendre pour une simple vidéo artistique, ce ne serait pas en fait la réalité que l'on voit, à creuser. Mais avant de commencer, je voulais vous dire merci parce que ça y est, enfin on a atteint la barre des 1000 abonnés sur la chaîne. Donc pour cela, merci énormément. Merci d'être là avec moi, car cette chaîne c'est notre quête à vous et à moi, car à chaque vidéo, nous partons à la découverte des mystères terrifiants que cache ce monde. Bonjour. Qui se compose de deux volumes. Le premier volume n'ayant jamais été trouvé ni uploadé sur les réseaux, mais par contre, le volume 2, oui, et c'est précisément celui-là qui nous intéresse. Ce DVD est un genre de compilation de 4 films personnels filmés au caméscope. Cette vidéo nous présente Huck qui prépare un gâteau pour les membres de sa famille qu'il n'aime pas particulièrement. Bien sûr, il ne prendra pas les meilleurs ingrédients au cours de sa préparation. Il mettra dedans par exemple du roadkill. C'est vrai que ça donne envie effectivement, mais c'est pas le pire. Je vous laisse voir. Here it is so far. Now it's time to go outside. Father. My father is traveling around the world. You have any more change? No more change. No, he's looking 5, alright? Alright. You spit in this, right? Yeah. Okay, I'll give you, this is what I got. I got like almost $3. Okay. Here you go. I'm heavy too. You what? I'm heavy. Spit. Yeah, just spin. I'll spit out. You gotta say Merry Christmas, Kurt. Merry Christmas. Merry Christmas, Kurt. Merry Christmas, Kurt. Alright, man. Any more in there? Merry Christmas. Yeah, I got one coming Alright, up. thanks. That's $3. I'll give you $3. That's And $3. Merry man. Christmas. Merry I'm Christmas. dry, Give me $3. Merry Christmas, Kurt. Da 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 da. Wait. Look at that, huh? I just grabbed a bunch. Or use your spoon. Dates and nuts and candied fruits. What else is in there? Bon, déjà, faites-moi penser à ne jamais aller manger chez lui. Cette première vidéo a été débunk comme un projet artistique par Huck Botko, qui participera à l'écriture du film The Last Exorcist 1 et 2, sortis en 2010 et 2013. Traduisez ça par des nuisibles qui explosent, et franchement, je ne vous montrerai pas la vidéo. J'ai déjà une vidéo qui a sauté, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Bref, 26 minutes de shooting sur des pauvres marmottes et autres animaux du même genre. Personnellement, je trouve ça triste que des personnes ont fait ce genre de vidéo, juste pour voir exploser des petits animaux sans défense. Et si vous êtes sensible aux violences faites sur les animaux, je ne vous conseille pas d'aller la regarder. Mais vraiment, n'allez pas la voir. Sur cette vidéo qui est datée sur le timecode du 26 août 1992, on y voit 2 personnes en train d'explorer une morgue. Déjà, je trouve le contexte super glauque, visiter une morgue. Les 2 personnes nous filment des cadavres en décomposition, et on peut apercevoir des fœtus dans des bocaux de formol, des têtes décapitées plongées dans des tonneaux de formol également, des corps, bref, c'est dégueulasse. N'allez pas la voir. C'est tout ce que je peux vous dire, n'allez pas la voir. Maintenant, passons à la vidéo qui a fait que ce DVD est devenu viral sur internet. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas celle d'avant. Cette vidéo sera mise en ligne pour la première fois le 9 août 2014 par le youtubeur canadien Simon Prage, qui a une chaîne où il partage des archives de VHS complètement weird. J'ai fait un petit tour sur sa chaîne, et c'est vrai que c'est perché. La vidéo commence sur un glitch nous laissant apercevoir un crâne humain. Il y a une personne se prénommant Anthony, qui semble être d'origine hispanique avec un fort accent new-yorkais. Plusieurs fois dans la vidéo, on peut remarquer comme un trouble du langage qui s'apparente à des bégaiements. Cough in itself, it's a little, it's a bit, it's very,
it's hard to find, okay, and it's very so you can lose it real fast, all right? Et tout au long de la vidéo, il nous parle, tout en manipulant le crâne qui semble très réel. Il nous explique comment le nettoyer pour que par la suite il soit revendu de façon illicite. Ce qui m'a personnellement frappé, c'est l'état de ses mains et de son visage. On pourrait croire à du sang, mais je trouve que ça ressemble plus comme à de la terre, ce qui me laisse penser que les ossements ont été fraîchement déterrés. Le gars à un moment nous dit même comment faire de la déco avec, je trouve ça complètement ouf. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est l'année de tournage de la vidéo. À vrai dire, on ne sait pas vraiment, mais elle se daterait entre 1987 et 1990. Certaines personnes ont estimé cette date par rapport aux objets présents dans la pièce et à une VHS qui est sur la table du film Evil Dead 2, sorti en 1987. Mais cela ne reste que des spéculations. Il explique aussi comment ne pas laisser de témoins quand on pille une tombe. Never leave witnesses. If you have to knock them out so that way they think it's a dream. It's best not to, but if it's necessary, do it. Bien des délires d'ado ça. Les questions que l'on pourrait se poser au sujet de cette vidéo, c'est: est-ce réel? Un canular? Ou est-ce un genre de court-métrage amateur? Une des principales théories à ce sujet reste le canular fait par une bande d'ados. Ce qui reste une théorie solide, vu la manière dont il s'exprime. If it's summertime and there's no rain, then that's, I think, the perfect time, except for one thing, the guards might be a bit active at that time. So what you do it is in around July when it's a little, so you go to like a magic shop where they like skulls and everything for rituals. Okay, so I think you could get around 250 for one of these. If you get a leg bone and it's carved into a necklace or something, you might get around 650 for it. It's really worth it because a lot of people won't do this. À mon avis, je pense que si tu vends des os humains à une boutique, le propriétaire va forcément te demander la provenance. Après, l'humain est parfois étrange, donc on va lui accorder le bénéfice du doute. Surtout que l'on pouvait acheter des véritables crânes humains sur eBay jusqu'à ce qu'ils en interdisent la vente en 2016. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a des sites qui en vendent à des buts d'apprentissage pour les écoles et aussi pour la déco avec des trophées de chasse. Et personnellement, je n'aime pas les maisons avec les trophées de chasse, je trouve ça creepy. Pauvres animaux, quoi. Il y a une autre théorie comme quoi la vidéo serait largement plus récente et que juste elle aurait été accessoirisée avec de vieux vêtements et autres, et filmée avec un vieux caméscope, généralement celui de papa qui traîne dans le tiroir. Donc à ce moment-là, pour moi, on serait plus dans un court-métrage que dans un canular. Pendant mes recherches, j'ai trouvé cette information, comme quoi ça serait un court-métrage réalisé par Christopher Bushy en 1990. Mais si vous connaissez cette histoire, vous le savez déjà. Mais il y a une théorie que je ne vous ai pas encore dit. En 1999, un homme du Queens se fera arrêter par la police pour des actes de vol dans les cimetières et les mausolées de New York où il agit depuis 15 ans. Il aurait volé des sculptures, des vitraux et d'autres œuvres d'art. Son nom, Anthony Casamassima. Beaucoup pensent que ce Anthony est le même que celui de la vidéo, mais non, ce n'est pas lui. Déjà, Anthony Casamassima ne fait pas de profanation, mais il vole des objets sur les tombes. Et rien n'est venu prouver lors de l'enquête une quelconque profanation. Au moment de son arrestation, il avait 40 ans, ce qui concorde pas avec l'âge d'Anthony de la vidéo, qui a l'air plus d'avoir 20 ans grand max. Et même, si on lui enlève 10 ans, il aurait eu 30 ans au moment du tournage de la vidéo. Donc, la théorie comme quoi ça serait lui, pour moi, elle est complètement fausse. Je vous fais un petit point actu de 2024, mais Grave Robbing for Morons 2 Dead by Dawn est sorti, et je vous laisserai aller voir ça, et je vous mettrai le lien dans la description. Je voudrais quand même revenir sur Christopher Bushy, où je trouve l'idée intéressante que ça soit l'une de ses réalisations, même s'il a dit à plusieurs reprises qu'il n'avait rien à voir avec Grave Robbing for Morons. Ce qui est possible en soi, ça reste quand même possible aussi qu'il ait laissé volontairement planer le mystère sur cette vidéo afin qu'il puisse promouvoir ses autres réalisations, comme on a vu dans cette vidéo avec le réalisateur Turner Clay. Mais il est possible aussi, et je n'enlève pas l'hypothèse, que ce soit finalement juste un hoax d'une bande d'ados qui était en forte inspiration macabre. D'ailleurs, je fais appel à votre savoir, car je n'ai vu nulle part que la vidéo a été débunk. Je vous laisse me dire ça en commentaire. Comment réagiriez-vous si quelques mois après la mort d'un ami ou d'un membre de la famille, vous receviez un email de cette personne? Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous serions en flip total. Et pourtant, c'est le sujet de notre prochain cas. En novembre 2011, Tim Hart est tranquillement chez lui quand... Une nuit de novembre, j'étais assis sur mon canapé, en train de parcourir mes mails sur mon téléphone. Et il est apparu. Si on remonte 5 mois en arrière à Dunmore, en Pennsylvanie, Jack Frost, l'ami de Tim, qui se connaissent depuis 17 ans, décédera le 10 juin 2011 d'un problème de cœur à son domicile à l'âge de 32 ans. Il était bien connu pour ses réponses sarcastiques et son sens de l'humour, avec une grande gentillesse. Il pouvait vous faire rire même lors de vos pires journées. C'est une personne très appréciée de sa famille et de ses amis,
famille, et cette disparition restera tragique car elle était soudaine et inattendue. Donc, comme je vous disais, 5 mois après la disparition tragique de Jack, des mails avec comme expéditeur Jack Froese ont commencé à popper sur les boîtes mail de son ami Tim et de sa famille. Il y a un mail qui va interpeller Tim car il y a une référence à son grenier. Une des dernières fois où Jack est venu chez Tim, ils sont montés au grenier. On était ici en train de regarder ce qu'il faudrait faire si jamais on voulait l'aménager. Vu que le sol était poussiéreux, Jack a dit « Fermez les yeux ». Ok, je la garde pas, elle est vraiment nulle. Tu ferais mieux de nettoyer ce grenier. De ce que dit Tim, il n'y avait personne d'autre à ce moment-là. Et comme je vous ai dit plus haut, Tim n'est pas la seule personne à avoir reçu un email. Le cousin de Jack, Jimmy McGraw, va recevoir un email le 21 novembre 2011 avec comme objet Hey Jim, et dans le mail on peut y lire comment ça va? Je savais que tu allais te casser la cheville. J'ai essayé de te prévenir. Fais attention. Dis à Rock de ma part. Super chanson, hein? De rien. Je n'ai pas réussi à le joindre. Son email ne fonctionne pas. et c'est là qu'on peut commencer à se poser des questions au sujet de ces mails. En effet, Jimmy s'est cassé la cheville la semaine précédente alors qu'il sortait de son travail. Est-ce possible que Jack communique avec sa famille et ses amis d'outre-tombe? Personnellement, je ne trouve pas de réponse logique à cette question, tant je m'en suis posé quelques-unes. Est-ce Jen, la femme de Jack qui continue à propager son humour? Ses enfants? Impossible. Trop petits, ils ont 3 et 4 ans. Est-ce un proche qui connaissait ses mots de passe? De ce que disent certaines personnes de son entourage, c'est que personne n'aurait eu les mots de passe de Jack en leur possession. Le mystère autour de ces mails reste ouvert à plein de suppositions. D'après ABC News qui s'est intéressé à l'affaire, ça ne serait pas la première fois que des personnes reçoivent des emails post-mortem. Perso, j'espère jamais en recevoir. L'angoisse. En décembre 2011, une femme du nom de Cassie Woods, qui habite à Stafford dans l'état de Virginie, déclare à ABC News avoir pleuré lorsqu'elle a reçu un email de sa mère 2 ans après son décès. J'étais un peu hystérique à ce moment-là, puis l'email est arrivé sur mon téléphone et je suis tombé par terre. Je lutte encore avec sa mort. Il reste possible aussi que Jack s'est servi de sites comme DeathSwitch ou Great Goodbye. Ces sites permettent d'envoyer des emails bien flippants à ses proches. Je vous explique leur fonctionnement. Les 2 sites vous permettent d'écrire des emails à certaines personnes et de les enregistrer sous forme de brouillon, qui seront ensuite automatiquement envoyés si votre compte est inactif pendant plusieurs semaines. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, Facebook a aussi sa petite app If I Die, qui vous permet de désigner 3 personnes, amis ou famille, qui vont valider le décès et ce qui va déclencher la publication de messages planifiés. Mais les questions que l'on peut se poser, c'est est-ce que Jack a mis un tel dispositif en place? Ça voudrait dire alors qu'il se savait condamné. Beaucoup de ses amis et de ses proches pensent que non, vu son décès inattendu. Et de plus, comment il aurait fait pour savoir que son cousin laisse péter la cheville? C'est impossible. Mais la vraie question que l'on peut se poser avec cette histoire, c'est est-ce que ça nous prouve qu'il y a une vie après la mort? Un utilisateur avec comme pseudo Phoenix va publier le 22 juillet 2013 un jeu de rôle de science-fiction basé sur le thème du hip-hop US sur RPG Maker. Kanye Quest 3030. Le jeu met en avant Kanye West de l'année 2010 qui sort ses poubelles et en sortant de chez lui, un portail temporel s'ouvre et le propulse dans les États-Unis de l'année 3030 qui est devenue au fil du temps une société dystopique. Mais dans cette société chaotique gouvernée par des clones, une prophétie raconte que Kanye West va revenir restaurer l'ordre et éliminer le clone suprême. Rien que ça. Au cours du jeu, Kanye parcourt la société et à la manière du jeu Pokémon, il combat d'autres adversaires de la scène hip-hop. Comme j'ai jamais joué au jeu Pokémon, je suppose que si tu gagnes aussi les skills du combattant. Bref, il combat contre d'autres artistes comme Tupac, Biggie, MF Doom et plein d'autres, en quête de devenir le numéro 1 mondial. Une fois sa quête terminée, Kanye est renvoyé en 2010, ce qui veut dire qu'il a restauré l'ordre dans la société. Et Kanye s'aperçoit que c'était qu'un rêve. Car, au moment de sortir ses poubelles au début du jeu, il aurait trébuché sur le trottoir et il se serait évanoui. Cependant, ça reste un jeu qui me donne bien envie de le tester, juste pour le fun et voir vraiment ce qu'il s'y passe. Si je vous parle de ce jeu, c'est que derrière celui-ci se cache un mystère qui n'a jamais été débunk. En 2015, un utilisateur anonyme a publié un Passbind pour raconter ce qu'il s'est passé après qu'il ait eu une envie soudaine de jouer à ce jeu. Passbind est un site qui permet de partager du texte ou du code via un lien unique. Et d'après ce que j'ai lu, il est très utilisé chez les développeurs. Il est un peu similaire au lien que je vous partage en description pour vous partager mes sources. Pendant que Kanye marche dans les rues de l'année 3030, il tombe sur un PNJ qui lui demande « Que voulez-vous faire ?» Alors une boîte de dialogue s'ouvre pour taper la réponse que l'on veut, mais si on tape le mot AdSend, un mot aperçu plus tôt dans un dialogue du jeu, le joueur serait téléporté vers une section secrète du jeu.
Félicitations, vous avez prouvé que vous étiez une personne curieuse et ouverte d'esprit. Nous devons nous excuser de vous avoir trompé, mais nous pouvons maintenant révéler que le jeu auquel vous jouiez jusqu'à présent n'était qu'une façade, destinée à protéger ce à quoi vous accédez actuellement. Nous devons vous demander de ne pas révéler cette zone au public. Si vous pensez que vous pourrez divulguer des informations, ou si vous ne souhaitez pas participer, veuillez fermer ce programme immédiatement en appuyant sur Alt F4, ou en sélectionnant l'option non lorsqu'elle apparaît. En sélectionnant oui, vous acceptez de participer et de ne pas divulguer d'informations. Voilà ce qu'il s'y passe si vous sélectionnez oui. Voici un exercice de pensée conçu pour vous aider à apprendre quelque chose de bénéfique. En entreprenant cet exercice, vous serez, espérons-le, affecté de manière positive. En raison de la nature de l'exercice, ce quelque chose ne peut pas être révélé immédiatement. Cet exercice peut ou non être limité à ce logiciel. Il est important de vous rappeler que le but de cet exercice est de vous être bénéfique. Vous ne serez pas chronométré. Nous ne pouvons fournir aucune autre information, si ce n'est que nous vous souhaitons bonne chance. Vous pouvez commencer maintenant. Bienvenue dans votre ascension. La zone est en forme de pyramide et elle est remplie de terminaux. Le joueur doit rentrer un code dans chacun d'entre eux afin de compléter cette zone et de pouvoir monter dans la pyramide. L'ambiance à chaque étage devient de plus en plus sombre. Si on descend dans la salle du bas, on peut y trouver un QR code. J'ai lu que si on scanne le QR code, ça nous renvoie sur un site où il est écrit Phoenix Grégory. Bref, je n'ai pas trouvé le QR code ni le site en question ou une photo qui nous le montrerait. Toutefois, pour récolter tous les mots de passe, il faut explorer le jeu en profondeur et être attentif aux moindres détails que le jeu peut nous donner. Une fois le dernier code rentré, le joueur est invité à participer davantage en fournissant des informations personnelles, adresse postale, numéro de téléphone et email. Voilà ce qui s'y passe si on donne nos informations personnelles. Merci et profitez des 2 prochaines semaines et attendez les instructions. C'est vrai que ça devient flippant, car là tu te dis ok, que va-t-il se passer? Est-ce que je viens de faire la pire connerie de ma vie? Est-ce que des personnes d'un réseau obscur vont venir pour m'enlever? Ou pire, me tuer? J'imagine que beaucoup de questions te traversent la tête à ce moment-là, mais en même temps ça peut se comprendre. Le joueur passe des heures à essayer de craquer le jeu, donc à un moment, il veut savoir jusqu'où ça va. Et on le fait tous, avec certaines séries qui nous coupent l'herbe sous le pied à la fin de l'épisode, on veut savoir la suite. Donc on regarde le prochain. Plein de personnes qui ont fait des recherches au sujet de la face cachée du jeu Kanye Quest 3030 pensent que c'est un ARG pour du recrutement d'une secte appelée les ascensionnismes. L'ascensionnisme est une religion New Age qui est apparue en 2006, mais elle pourrait être plus ancienne. Basée sur la croyance de la réincarnation, les ascensionnistes prétendent être une nouvelle branche de l'humanisme. Vu le premier mot de passe qui est Ascend, qui veut dire en français ascension, et le mot Ascending qui se répète souvent dans le jeu lui aussi, et que l'on peut retrouver dans le matériel promotionnel, à force de discussions et de recherches, les internautes en sont venus à cette conclusion. Et comment vous dire que leurs recherches les ont amenés sur des tonnes de sites internet et de forums qui parlent des ascensionnistes. Ils ont été renvoyés sur une chaîne YouTube d'un label de musique créé en 2013, appelé Ascensionnisme Record. Et pour au final finir sur le profil Twitter de ce même label, ce qui leur a fait penser que le jeu n'était pas leur seul projet et que la route serait encore longue pour découvrir la vérité. Et il se peut que ces détectives du web soient finalement dans le vrai, que ce jeu soit un ARG pour finir sa quête chez les ascensionnistes. En fait, je vous ai un petit peu menti. Le jeu a bien été débunk il y a 2 ans. Warshouse est une chaîne YouTube australienne créée en 2021 qui partage plein de contenus divers. La chaîne a fait une série de vidéos sur le mystère qu'entoure la zone secrète de Kanye Quest 3030 et sur laquelle je me suis inspiré pour vous écrire cette partie de vidéo. Je vous laisserai aller voir tout le travail qu'ils ont fait pour arriver à cette réponse. I'm Clara Hope. I'm a musician and artist, and I created Kanye Quest 3030. Et voilà comment se finit la quête de milliers de personnes sur internet pour le jeu Kanye Quest 3030. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous a plu. D'ailleurs, on avait déjà un peu commencé à explorer les mystères d'internet avec cette vidéo. Le seul problème que je trouve dans ce genre de format, c'est que ça prend plus de temps pour effectuer des recherches, car on se balade sur plusieurs sites, forums, on écoute des vidéos souvent en anglais, donc c'est pas évident. Mais franchement, je me suis bien pris au jeu, surtout pour la dernière. Encore une fois, merci énormément pour les 1000 abonnés. On se dit à une prochaine vidéo. Des bisous.